Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 novembre 2025. Larry Johnson est de retour aux États-Unis, en Floride. Bon retour, Larry. I'm here. Je suis là. Et au fait, jolie chemise comme toujours. Belle combinaison. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Larry, permettez-moi de commencer par le cas de Marjorie Taylor Greene. Elle a décidé de démissionner. Comment voyez-vous cela en ce qui concerne les raisons qu'elle a évoquées dans la vidéo qu'elle a publiée? Ce n'était pas seulement la vidéo. Le document de sa démission a également été publié sur son compte X. Qu'y avait-il derrière cela? Quelle était, de son côté, la nécessité de partir? Vous savez, beaucoup de gens la considéraient, du moins nous la considérions, comme l'une des voix les plus raisonnables au sein des partis politiques, le Parti républicain aux États-Unis. Mais elle est partie. Qu'est-ce que cela signifie selon vous? Well, Eh bien, vous savez, je pense que les attaques de Trump contre elle sont méprisables. Je méprise complètement Donald Trump pour ce genre d'attaque personnelle puérile qu'il a lancée contre elle, en la traitant de traîtresse. C'est Donald Trump qui sacrifie les intérêts américains au profit d'une puissance étrangère. C'est la définition même d'un traître, si l'on veut emprunter cette voie et commencer à traiter les gens de nom. Mais c'est simplement, vous savez, les insultes de Trump qui, de son point de vue, ont créé une situation où elle s'est sentie menacée. Je pense que c'est un des aspects qui ont motivé sa décision, mais je pense aussi qu'elle envisage de se présenter soit au poste de gouverneur, soit à celui de sénateur, une fonction plus élevée, et peut-être même à la présidence. Elle voulait être libérée des pressions politiques qui découlent du fait d'être membre du Congrès, devoir soit suivre la ligne du parti et voter comme il le souhaite, soit être accusée, comme elle l'a été, de saboter le programme du président. Le problème, c'est, tu sais ce qu'elle visait. Le point de pression portait entièrement sur Jeffrey Epstein. Et encore une fois, le comportement de Trump pour protéger Jeffrey Epstein est tout simplement inexcusable. En fin de compte, à cause de Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie et d'autres, ils l'ont forcé à agir. Ainsi, le Congrès, presque à l'unanimité la Chambre des représentants, a voté pour demander la publication des dossiers. Maintenant, je ne pense pas que cela donnera forcément quelque chose. Ils vont continuer à dissimuler l'affaire. C'est une vaste opération de protection. Le membre du Congrès, Randy Fine, qui vient de Floride, ton État, oui, il a déclaré que c'était une bonne journée, qu'il était très bien qu'elle soit partie. Mais croit-il vraiment que si MTG n'est plus là, cela va d'une manière ou d'une autre renforcer leur rhétorique, leur point de vue, leur influence sur la politique étrangère des États-Unis? Randy Fine est un autre excellent exemple d'un être humain honteux. Mis à part le fait que quelqu'un d'aussi obèse montre un manque de discipline ou de contrôle dans sa vie, si je froisse les personnes en surpoids, tant pis, apprenez à poser la fourchette. Vous n'avez pas besoin de vous gaver de beignets. Mais en dehors de son obésité, c'est simplement un sioniste convaincu qui place la question d'Israël au-dessus de celle des États-Unis. Eh bien, si vous voulez être un patriote pour Israël, allez-y, allez-y, vivez là-bas, installez-vous là-bas. Mais ne le faites pas ici, dans mon pays. Ne faites pas d'Israël la chose numéro 1 devant laquelle il faut se prosterner pour être un Américain. C'est mal. Donc vous savez, c'est un non-événement. En fait, je pense qu'à la prochaine élection, il pourrait avoir du mal à être réélu. J'espère que ce sera le cas. Larry, le 28e point du plan de Trump pour le conflit en Ukraine était que, d'une manière ou d'une autre,
les Européens avaient élaboré un nouveau plan. Tu sais, ils veulent que 800 000 soldats fassent partie de l'armée, qu'ils soient l'armée. Bonne chance pour les trouver. On a l'impression, on sent bien, à la façon dont ils réfléchissent au conflit, qu'ils ne veulent pas mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils veulent autre chose. Ils veulent la faire durer encore et encore, parce qu'ils pensent que si la guerre continue, cela affaiblira d'une manière ou d'une autre la Russie. Mais depuis 4 ans, nous n'avons vu aucun signe de faiblesse de la part des Russes. Chaque fois qu'ils parlent du conflit, ils sont plus sérieux. Ils savent ce qu'ils veulent, et ils vont l'obtenir sur le champ de bataille. Mais il ne semble pas que les Européens l'aient pleinement compris. Eh bien, ils vivent dans une réalité parallèle. C'est la façon polie de le dire. Ce serait une chose si l'Europe et les 3 grands pays, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, disposaient d'une industrie de défense intacte et en croissance, ainsi que de solides capacités industrielles. Mais la réalité est tout autre. Elle se contracte, elle ne se développe pas dans les 3 pays. Ce serait une chose si leurs armées se renforçaient et s'équipaient des technologies les plus récentes et les plus performantes. Mais c'est tout le contraire. Cela n'arrive pas. Ils continuent donc à agiter les choses, essayant de provoquer une confrontation avec la Russie. Mais ils n'ont littéralement pas les moyens de mener un tel combat. Pourtant, on ne peut pas ignorer quelqu'un qui répète sans cesse « Hey, on va essentiellement entrer en guerre contre vous », ce qu'ils disent à la Russie. Et la Russie est prête à les affronter et à les écraser. Le général Aludinov, lors de notre conversation la semaine dernière, l'a clairement indiqué. Ici, l'Europe désire de mort, elle essaie, elle est suicidée. Who has published the document, Larry? Qui a publié le document, Larry? C'est les États-Unis, parce que les médias traditionnels en parlent. Il semble que l'administration de Donald Trump dise que ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait. On voit les médias traditionnels essayer d'en rejeter la faute sur Donald Trump et son administration. Alors, qui était derrière tout cela? Et quel était l'objectif de la publication du document? Eh bien, nous ne savons pas. Et ce n'est pas qu'un seul document, il en existe plusieurs versions. Une version a été divulguée à Axios et au Financial Times. Je pense que celle-là a probablement été divulguée par Keith Kellogg, la version qu'ils ont présentée. Ensuite, il y a celle qui a été publiée par un représentant ukrainien, un membre de leur Rada, leur équivalent du Congrès. Donc vous voyez, ils font connaître la position ukrainienne. Ce qui est clair, c'est que la Russie n'a pas eu de document signé et complet. La Russie ne l'a pas divulgué. Je pense qu'au départ, Pepe Escobar a été informé par certaines personnes qu'il pensait que Kirill Dmitriev l'avait divulgué. Je ne pense pas que ce soit exact du tout. En regardant ce qui s'est passé, il y a plusieurs versions qui circulent, et la Russie a bien reçu quelque chose, mais elle n'a encore rien approuvé. Elle attend de voir ce qu'elle obtiendra officiellement. Je n'ai pas encore vu les nouvelles d'aujourd'hui concernant les réunions à Genève, mais ils sont censés élaborer une nouvelle version pour rallier l'Ukraine. Et s'ils parviennent à rallier l'Ukraine, ils vont essayer de faire ce que j'appelle Minsk 3, présenter à la Russie un nouvel accord qui, eh bien, réglera tout. Faites-nous confiance. Vous savez, je ne pense pas que cela aboutira à une solution négociée. Malgré, que voulez-vous dire par Minsk 3? Parce que cela a... Les identités des 2 ou des 4, elles ne se ressemblent pas du tout. Eh bien, ce que je veux dire par Minsk 3, c'est souvenez-vous comment Minsk 2 a vu le jour.
L'armée ukrainienne avait été battue. Elle subissait de lourdes pertes et était vaincue lors de ce qu'on a appelé la bataille de Debaltsev. Cela s'est déroulé en janvier et au début de février 2015. Comme l'Ukraine faisait face à une défaite considérable, la pression s'est accrue de la part des États-Unis, mais surtout des Européens, de l'Allemagne et de la France, pour bricoler ce qu'on a ensuite appelé Minsk II. Ils en ont été les médiateurs. L'accord a en réalité été signé entre le gouvernement ukrainien et les représentants de Donetsk et de Luhansk. Vous savez, la Russie en était alors le garant, et les Français et les Britanniques étaient censés l'être aussi, avec, je crois, Loukachenko du Bélarus. Eh bien, ensuite, comme cela a été reconnu en décembre 2022, Merkel et Hollande ont tous deux déclaré « Oui, nous essayons simplement de faire gagner du temps à l'Ukraine, essentiellement pour qu'elle puisse reconstruire son armée afin de continuer à attaquer la Russie. » Alors, en quoi est-ce similaire? Maintenant, à une bien plus grande échelle, l'Ukraine est en train de perdre la guerre, et l'Occident veut essayer de la sauver. Et il essaie de le faire avec un accord de paix fabriqué de toutes pièces. Sous-jacent à tout cela se trouve la conviction du côté occidental que l'économie russe souffre et que la Russie cherche en réalité un moyen de mettre fin à cette guerre parce qu'elle ne peut tout simplement pas supporter la pression. Oh mon Dieu, sortez-nous de là. C'est vraiment n'importe quoi. Ainsi, Poutine est disposé à parvenir à un règlement négocié, mais ce sera selon les conditions de la Russie. La Russie n'est pas dans une position où elle doit faire des sacrifices ou des concessions. Elle l'a très clairement indiqué. Nous allons démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Et nous le ferons soit par la voie diplomatique, soit par la voie militaire. Mais nous le ferons et ils le feront. C'est ce que l'Occident continue de ne pas comprendre. En réalité, Poutine est sorti en déclarant que le document en 28 points pouvait servir de base aux négociations, car il ne voulait pas le rejeter. C'est une attitude d'ordre diplomatique de la part du président russe. Mais selon vous, qu'y a-t-il dans ce document qui pourrait trouver un écho auprès des Russes? Pas grand-chose. Retirer l'OTAN et ne pas organiser d'élections. Vous savez, même ce qui figure dans ce document est bien en deçà de ce que la Russie va exiger. On pense que l'une des dernières versions, encore une fois, cela dépend de laquelle on parle, suggère que même à Donetsk, il gèlerait la ligne de conflit en place, puis construirait un mur, un fichu mur pour séparer les deux camps, et instaurerait ensuite une zone neutre. La Russie n'acceptera pas cela. C'est insensé. Donc il y a ça. Ou bien la version du législateur ukrainien ou membre de la Rada, celle qui a fuité, stipulait que l'Ukraine pourrait avoir une armée de 600 000 hommes. La Russie n'acceptera absolument pas cela. Ils avaient en fait conclu un accord en 2022, et je crois que nous en avons parlé brièvement vendredi, selon lequel les forces armées ukrainiennes seraient réduites à 85 000 hommes. Oui, la Russie pourrait accepter cela, mais 600 000. Bon sang, l'Ukraine n'a même pas 600 000 hommes en ce moment, surtout des hommes formés. Donc tout dépend de la version du document dont on parle. Ce que la Russie cherche, c'est la reconnaissance du fait que le territoire, ces anciens oblasts qui font désormais partie de la République de Russie, fait définitivement partie de la Russie. Ils veulent cette reconnaissance. Mais encore une fois, je pense qu'au final, c'est juste un exercice futile. Cela va occuper le cycle médiatique cette semaine, les gens vont en parler, mais cela n'a aucun sens. À mon avis, il n'y aura pas de solution diplomatique à cela. L'Ukraine n'est pas disposée à accepter les conditions de la Russie, et la Russie devra les imposer par la force militaire.
Here is Larry. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump après sa rencontre avec le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, Larry. Zohran Mamdani. J'aimerais aussi vous interroger sur ce plan concernant l'Ukraine. Le président Zelensky a déclaré aujourd'hui que son pays risquait soit de perdre un partenaire, soit de perdre sa dignité. Il y a eu des critiques selon lesquelles cet accord, vous voulez dire qu'il ne l'aime pas? C'est pas clair, il était plutôt... Il devra s'y faire. Et s'il ne le fait pas, eh bien tu sais, il devrait simplement continuer à se battre, je suppose. La suggestion que vous avez faite cependant était que s'il ne l'acceptait pas, les États-Unis retireraient leur soutien à l'Ukraine. Eh bien, à un moment donné, il va devoir accepter quelque chose. Il ne l'a pas accepté. Vous vous souvenez, dans le bureau ovale, il n'y a pas si longtemps, je lui ai dit « Tu n'as pas les cartes en main. N'oubliez pas, j'ai hérité de cette guerre. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Je ne l'aurais jamais laissé se produire. J'en ai hérité et je pensais qu'il aurait dû conclure un accord il y a 1 an, 2 ans. L'accord ultime aurait été qu'elle ne commence jamais. Ça aurait été un bon accord. Ça aurait pu être fait aussi si vous aviez eu le bon président. Mais vous n'aviez pas le bon président. C'est du n'importe quoi de la part de Trump. J'en ai assez de sa comédie. Il peut y mettre fin tout de suite. Il peut y mettre fin aujourd'hui. Plus de renseignements, plus d'argent, plus d'armes. C'est fini, on se retire. La guerre serait terminée. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il continue de faire semblant d'être une sorte d'observateur passif dans cette affaire, alors qu'il ne l'est pas. Bien au contraire. C'est un protagoniste actif, celui qui entretient la situation. Un article du Washington Post cite l'un des responsables américains. Il indique que Donald Trump, le président des États-Unis, n'est pas très impliqué dans les détails du plan de paix, ni même dans le plan de paix lui-même. Tu crois? Bien sûr. Donald Trump s'occupait des détails? Oui, c'est un homme de la vision d'ensemble. Larry, si Donald Trump n'est pas très impliqué dans la préparation d'un document aussi important, je dirais que c'est parce que oui, il a eu des réunions et des appels téléphoniques avec le président de la Russie. Mais après tout cela, il ne participe toujours pas au processus de préparation du document, ni n'est informé par ceux qui le font. Parce que, comme ce type l'a mentionné, il semble que Donald Trump ne soit vraiment pas très impliqué. Cela signifie qu'il n'est pas informé. Il ne connaît pas la réalité de ce qui se passe en Ukraine, comme il le devrait. Et comment cela va-t-il influencer l'ensemble du processus? Qui est réellement aux commandes? Est-ce J.D. Vance? Je ne le vois pas. Non, il n'y a personne aux commandes du côté de Trump. Oui, il veut la victoire politique d'être perçu comme ayant conclu un accord de paix. C'est ce qu'il essaie de faire. Mais il ne l'a pas fait. Les détails? Vous plaisantez? Les détails? Les détails? Il ne s'en préoccupe pas. Et quand on observe ses réactions émotionnelles, c'est comme un pendule qui oscille sans cesse. 1 minute, il dit à Zelensky qu'il n'a aucune carte en main. Et la minute suivante, il accuse les Russes. Nous allons vous sanctionner. En fait, il a imposé davantage de sanctions à la Russie. Il n'a rien fait depuis les discussions à Anchorage en Alaska pour démontrer sa bonne volonté envers les Russes. Rien qui dirait « Hey, nous vous envoyons un excellent ambassadeur, quelqu'un qui a un accès direct à moi, quelqu'un qui parle russe et comprend la Russie. » Il ne l'a pas fait. Ils n'ont pas rendu la propriété. Ils n'ont pas rétabli les vols directs aller-retour. Donc, vous savez, Trump mène une sorte de théâtre dans son bureau. Mais le scénario de la pièce ne cesse de changer. Un jour, c'est plutôt pro-ukrainien, le lendemain, c'est anti-ukrainien. So one day it's sort of pro-Ukraine, next day it's anti-Ukraine.
Tu sais, si j'étais la Russie, je dirais franchement, écoutez, nous perdons notre temps avec les États-Unis. Maintenant, ils comprennent qu'il existe une menace de guerre nucléaire. C'est l'une de leurs principales préoccupations. Essayer de désamorcer cela. Mais il arrive un moment où les États-Unis refusent. Et ce n'est pas tant à cause de Trump. Je veux dire, les médias d'entreprise, le Congrès, l'environnement politique, tout est tellement anti-russe qu'à un certain point, la Russie devra simplement s'en aller et dire « c'est fini, nous en avons fini avec l'Occident » et tracer une ligne ferme qui, si elle est franchie, entraînera la riposte la plus forte de la Russie. Quand on regarde, Le problème de la communication entre l'administration Trump et les Ukrainiens est en réalité la question principale, ou du moins la manière dont ils essayent de la gérer. Car si l'on regarde le niveau de communication entre l'administration Trump et les Européens, puis qu'on le compare à celui entre l'administration et les Ukrainiens, c'est là que réside le problème. Alors, quelle est la véritable question en Europe? Quelle est la question principale? eh bien, ce n'est pas un... Tu sais, tu penses que c'est un problème de communication? Non, parce qu'il faut parler avec ces gens-là. On ne peut pas résoudre le problème autrement. Mais tu sais, ils en parlent en ce moment. Rubio évoquait une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Alors, quel sera le résultat de cette rencontre? Parce que si rien n'est préparé à l'avance, de quoi vont-ils parler? Eh bien, il paraît qu'il travaille à partir de ce document de 28 points. J'ai vu que Steve Bryan a écrit quelque chose en le qualifiant de document de 21 points, et je me demande d'où ça sort. En réalité, tout cela remonte aux présupposés de base. Le récit occidental, c'est que la Russie est obsédée par la conquête du monde, qu'elle veut recréer l'Empire soviétique, que Poutine est un despote autoritaire et brutal, et que nous, en Occident, défendons la liberté et la démocratie. Bon sang, il faut l'arrêter, sinon le monde est en danger. C'est ce que beaucoup de ces gens croient vraiment. Et c'est complètement absurde. Mais c'est ce qu'ils croient. Et parce qu'ils le croient, ils sont incapables d'écouter réellement la Russie et de reconnaître quelles sont ses préoccupations. Et les préoccupations de la Russie sont vraiment simples. Arrêtez d'étendre l'OTAN. En fait, j'irai même plus loin. L'Occident doit cesser d'essayer de subvertir notre pays, d'essayer de changer les gouvernements dans le Caucase, d'intervenir en Azerbaïdjan, en Arménie, au Kazakhstan. Stop. Retirez vos foutues armes de Pologne et de Roumanie. Reculez. Cessez d'étendre l'OTAN. Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que vous essayez de nous détruire. Voilà d'où vient la Russie. Et l'Occident ne comprend pas cela. Donc c'est un peu comme si toi et moi voulions négocier. Disons que tu as une voiture à vendre, d'accord, et que je veux acheter une voiture. Très bien, nous avons une base pour négocier. Mais si tu vends un cheval et que je veux acheter une voiture, il n'y a aucune base pour une négociation. Oui, il a 4 pattes et il se nourrit de foin. Et moi je dis, eh bien tu sais, je veux une Lamborghini. Tu as un ensemble d'attentes et de convictions. Et moi, j'en ai un complètement différent. C'est exactement là où nous en sommes en ce moment avec cette situation. L'Occident, les États-Unis et l'Europe en général. Ils ont un ensemble de compréhensions et d'objectifs totalement différents de celui de la Russie. Et je comprends pourquoi la Russie fait preuve de patience dans ce processus, espérant revenir à une sorte de base où une véritable discussion serait possible. Mais je ne pense pas que cela arrivera. L'une des principales raisons, Larry, pour lesquelles je t'ai interrogé sur la communication entre Donald Trump et Zelensky, c'est que Poutine a déclaré qu'il ne rencontrerait pas Zelensky.
Il a refusé d'avoir une entrevue avec lui parce qu'il sait que le maître se cache derrière Zelensky. Ce n'est pas Zelensky ni son administration. Il veut parler avec le grand patron, pas avec le petit gars qui dirige actuellement l'Ukraine. Et en ce qui concerne Donald Trump, à mon avis, il doit parler avec les Européens. Il n'a pas besoin de parler avec Zelensky. À quoi bon parler avec Zelensky? Qui est Zelensky? Parce que je pense que les Européens ont trouvé un moyen de manipuler toute la situation, de la faire traîner encore et encore, sans parvenir à aucun résultat concret en Ukraine. Ils jouent avec Donald Trump et son administration à travers Zelensky. De quoi y a-t-il à parler avec les Européens? Quels leviers ont-ils? Ils n'ont absolument rien dont les États-Unis aient besoin. C'est vraiment une question de politique. L'idée que nous voulons être perçus comme entretenant des relations avec eux. Mais franchement, l'Europe est sans importance. Elle est malveillante. Et vous savez, les Britanniques continuent de mener des attaques terroristes et d'aider les Ukrainiens à en mener. Mais ils n'ont pas de ressources. Ce n'est pas comme s'ils disposaient d'immenses réserves de ressources naturelles essentielles au développement industriel ou à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas, vous savez, de prodiges en matière de programmation ou d'industrie moderne. Militairement, ils sont faibles. Je veux dire, vraiment, il fut un temps où l'Europe était importante. Il y avait des empires coloniaux qui dominaient le monde et qui ont causé beaucoup de morts et de destruction quand on y repense. Mais maintenant, ils se dirigent, vous savez, vers le domaine de l'irrélevance. Ils pensent qu'ils sont importants, ils tiennent des réunions. Et vous savez, ils vont dépenser beaucoup d'argent, de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est ça qui est tellement absurde dans tout cela. Donc oui, Trump peut leur parler, mais dans quel but? Ils sont insignifiants. Et je m'excuse auprès des gens d'Europe qui regardent ceci. Vous n'aimerez peut-être pas l'entendre, mais c'est la vérité. Vous êtes sans importance. Honnêtement, vous ne méritez même pas qu'on vous prête attention. On devrait vous ignorer. Parce que la Russie ne se dit pas « Oh mince, on n'arrive pas à rassembler notre armée pour marcher sur Berlin, puis sur Paris, et ensuite, tiens, allons prendre. Pourquoi ?» Les Russes n'ont absolument pas besoin de l'Europe. Ils veulent simplement que l'Europe leur fiche la paix, qu'elle cesse de créer des menaces militaires, qu'elle arrête d'installer des batteries de missiles en Pologne et en Roumanie, capables de transporter des armes nucléaires. Qu'elle arrête. Vous savez, on pourrait s'entendre, mais l'Europe ne veut pas s'entendre avec la Russie. Parce que la Russie, au fond, est aujourd'hui un pays chrétien orthodoxe, qui rejette l'homosexualité, qui rejette le transgenrisme, qui rejette la pédophilie, ces choses dont l'Occident est obsédé, absolument obsédé. Et c'est une bataille culturelle, car la Russie est perçue comme défendant ses valeurs chrétiennes traditionnelles, même si c'est un pays comptant plus de 140 groupes ethniques et un nombre important de musulmans et de bouddhistes. Elle a trouvé un moyen de coexister et, vous savez, de gérer ses différences religieuses tout en préservant son essence chrétienne fondamentale. C'est cela que l'Europe déteste. C'est presque une guerre de religion. C'est comme si l'Occident essayait de recréer les croisades. Sauf que cette fois, au lieu de prendre Jérusalem, ils veulent prendre Moscou. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à propos de l'Europe. C'est pourquoi je pense qu'ils dépendent complètement des États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis peuvent exercer beaucoup de pression sur eux pour les inciter à aider dans le cas de l'Ukraine. Mais pour une raison quelconque, les États-Unis ne le font pas. Pensez-vous que Donald Trump lui-même ne veuille pas les entraîner dans le conflit? Il ne me semble pas que ce soit le cas.
doesn't seem to me that that's the case. I don't think the United States has a lot of leverage over Europe. Je ne pense pas que les États-Unis aient beaucoup d'influence sur l'Europe. Nous avons encore besoin que les Européens achètent nos bons du Trésor américain. Je veux dire, les États-Unis sont endettés jusqu'au cou. 127, tu vois, avec un ratio dette-PIB de 127. Donc nous empruntons bien plus d'argent que nous ne pouvons en rembourser. Et les Européens en ont acheté une partie. Maintenant, nous essayons de leur faire sortir de l'argent eux-mêmes, qu'ils n'ont pas. Je veux dire, la France est à l'envers sur le ratio dette-PIB, et l'Angleterre est dans la même situation. Leur ratio dette-PIB est d'au moins 100%, et l'Allemagne s'oriente dans cette direction. Tu sais, on a vu dans une version du plan de paix en 28 points l'idée que, oh, tu sais, la Russie, si tu joues bien tes cartes, on te laissera revenir dans le G7, on en fera de nouveau le G8. C'est comme tu vois, disons au Brésil, tu prends un gamin qui jouait au football dans un petit club local à Berlin, ou à Brasilia, ou à Rio. Maintenant, il joue dans l'équipe nationale. Et puis tu reviens et tu lui dis, « Hey, on a une proposition pour toi. On va te laisser réintégrer ton équipe à Berlin. » Et lui, il va répondre, « Pourquoi diable je ferais ça? Je joue déjà dans l'équipe nationale. Je gagne. » Alors voilà la Russie, avec les BRICS, qui surpasse le G7 sur tous les indicateurs économiques qu'on veut bien examiner, que ce soit le taux de croissance, la part du marché contrôlé, et il voudrait revenir et rejoindre le G8. Ça n'arrivera pas. Ce n'est même pas attrayant. Larry, nous avons appris de l'ambassadeur d'Iran en Russie que la Russie a proposé de former un pacte de défense avec l'Iran et d'autres pays, ceux qui s'opposent aux politiques impérialistes des États-Unis. En gros, ils veulent s'opposer à l'OTAN, se défendre contre l'OTAN. Tu sais, nous en parlons depuis si longtemps, et Paul Roberts en parlait aussi. Penses-tu que ces pays en sont là? Parce qu'il a dit qu'il négociait, n'est-ce pas? Ils ont entamé des discussions sur la manière dont cela fonctionnerait comme pacte de défense, essentiellement un pacte de défense contre l'OTAN. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment besoin d'un pacte de défense contre l'OTAN, à proprement parler. Premièrement, ils ont déjà un accord de coopération qui a été signé en janvier et finalement ratifié par le Parlement iranien. À l'époque, en y repensant, la Russie proposait un véritable accord de défense mutuelle. Un accord qui stipulerait que si l'Iran était attaqué, la Russie serait obligée de le défendre, un peu comme ce que la Russie a mis en place avec la Corée du Nord. Et les Iraniens ont rejeté cette proposition. Ils ne voulaient pas le faire. Pour une raison ou une autre, ils ne voulaient pas se retrouver dans une situation où ils devraient se battre au nom de la Russie. Puis est venue la guerre de 12 jours, en juin, et les Iraniens ont changé d'avis. Donc, je ne les vois pas conclure un accord spécifique, vous savez, un pacte de défense vis-à-vis de l'OTAN. Je pense qu'il s'agit plutôt de réviser l'accord déjà en place. Le réviser pour y inclure un langage très précis du type « Si vous êtes attaqué, nous vous défendrons. Nous fournirons toute l'assistance militaire et de renseignements nécessaires pour vous défendre. » Oui, je peux les voir proposer quelque chose comme ça, mais nous ne pouvons pas ignorer cela. Vous savez, nous continuons à essayer d'examiner les choses sous des angles très étroits. Cette guerre en Ukraine, maintenant concentrons-nous là-dessus, tout en ignorant que l'Occident mène des programmes de renseignement favorisant la subversion en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, je vous le garantis, au Turkménistan, au Tadjikistan. Les services de renseignement occidentaux ne reculent pas. L'objectif est de créer des conditions qui affaiblissent la Russie
dans l'espoir ultime d'obtenir un contrôle total sur les ressources naturelles du pays, de la fragmenter en républiques balkanisées, puis à terme de s'en prendre à la Chine. Je ne saurais trop insister là-dessus. Les gens pensent que ce n'est pas le plan, mais c'est bien le plan. Ils ne se trompent pas. L'État profond, la combinaison de l'industrie, des banquiers et des politiciens, c'est la direction qu'ils prennent. C'est ce qu'ils veulent. Et je pense que finalement, ce système, le système occidental, devra être détruit. C'est la seule façon de l'arrêter. Et je ne dis pas que je prône cette destruction. And I'm not saying that I'm advocating its destruction. I'm just simply pointing out that's the only way it's going to stop. Je fais simplement remarquer que c'est la seule façon d'y mettre fin, sortir de cette mentalité du « il faut que nous gagnions et qu'ils perdent ». L'Occident n'a pas une mentalité du type « comment pouvons-nous tous nous entendre ? Comment pouvons-nous travailler ensemble pour nous améliorer mutuellement ?» Au contraire, c'est « il faut que je sois le chef ». C'est cette mentalité en Occident qui constitue réellement la plus grande menace pour la Chine et la Russie. Et la propagande diffusée auprès du public occidental les a conditionnés à voir la Russie et la Chine comme des agresseurs, des ennemis, des adversaires, pas comme des partenaires, pas comme des amis, mais comme des gens qu'il faut essentiellement vaincre. But as people that basically we've got to defeat. Les Européens demandent à Zelensky d'éradiquer la corruption. Nous savons que l'Union européenne suit cela de près et y porte une attention particulière. Vont-ils aussi demander un poney pour Noël? Désolé, mon Dieu. Désolé de t'interrompre. Vas-y. Sorry to interrupt your train of thought. Go ahead. C'est pourquoi je te dis que toute cette histoire avec l'administration Zelensky est une plaisanterie. Ils ne veulent aucun changement en Ukraine. Parce que si tu demandes à quelqu'un, qui est la principale source de corruption en Ukraine, de faire quelque chose à ce sujet, cela signifie que tu n'es pas sérieux dans ce que tu dis. Well, look, as I've said before, Eh bien, écoutez, comme je l'ai déjà dit, un vieil ami, très cher et partenaire d'affaires, est au cœur de cette affaire. Il a reçu des informations et déposé une plainte de lanceur d'alerte auprès du gouvernement américain, qui fait maintenant l'objet d'une enquête criminelle. Et ce n'est pas quelqu'un qui a tendance à exagérer. Ce qu'il m'a dit, c'est que les informations qu'il a obtenues indiquent qu'au minimum, le gouvernement Zelensky et son entourage ont détourné 48 milliards de dollars. Toutes ces histoires de 100 millions de dollars de corruption, oh, c'est de la petite monnaie. Ce n'est même pas la partie émergée de l'iceberg. C'est comme un flocon de neige au sommet de l'iceberg. Et une grande partie de cet argent a transité par des banques des pays baltes, Estonie, Lituanie. Pas étonnant que Kaja Kallas veuille que cette fichue guerre continue. Elle en tire probablement profit. Ils se sont enrichis. Alors, on aime bien s'asseoir là et dire « Oh là là, l'Ukraine, quel pays corrompu !» Ah bon, et les États-Unis ne le sont pas? L'Angleterre ne l'est pas? L'Allemagne ne l'est pas? Ils sont tous censés être des citoyens exemplaires et vertueux? Laissez-moi rire. La corruption qui est endémique en Occident. Regardez les États-Unis. Vous avez Donald Trump qui couvre un pédophile, Jeffrey Epstein. La corruption en Occident est tout simplement stupéfiante. Nancy Pelosi. Regardez le nombre de membres du Congrès qui deviennent millionnaires pendant leur mandat. Ils repartent en ayant gagné beaucoup d'argent. Mais on aime bien regarder l'Ukraine et dire « Oh là là, eux, ils sont vraiment corrompus. » Oui, ils le sont, tout comme nous. On aime prétendre que les Russes sont incroyablement corrompus. Y a-t-il de la corruption en Russie? Oui, il y en a eu. Yeah, is there corruption in Russia? Yeah, there has been. But I don't see. Mais je ne vois pas Vladimir Poutine mener la grande vie comme, vous savez, Saddam Hussein le faisait, avec plusieurs palais et des toilettes en or. On ne voit pas ça. Il n'est pas sur un yacht chaque week-end avec quelques femmes à moitié nues, du genre « Hey les filles ».
Ce n'est pas Poutine. Ce genre de choses, on le voit en Occident. Ce type de comportement immoral et corrompu. Nous sommes donc très forts pour projeter. Nous projetons sur les Russes les choses que nous faisons nous-mêmes. Et oui, on peut critiquer. Il y a une corruption terrible en Ukraine et nous contribuons à la faciliter. Comme je l'ai déjà mentionné, mon partenaire a identifié des membres précis du Sénat, républicains comme démocrates, qui touchent des millions de dollars provenant de cet argent volé aux contribuables américains. Cette corruption, elle est généralisée. As-tu vu la vidéo où Thomas Massie parle du fait que toute l'affaire Epstein serait à cause d'Israël? Il a dit qu'à cause d'Israël, Donald Trump ne fait que tout embrouiller. Il ne voulait pas publier le document, mais comme ils sont tous caviardés de toute façon, regarde, il a montré quelques pages, toutes noircies. Tu n'apprendras rien de ce document. Ouais. Non. Ils étouffent l'affaire. Ils l'étouffent parce que cela révélerait comment le Mossad et la CIA ont utilisé Jeffrey Epstein pour des activités de renseignement. Et une partie de ces activités comprenait du matériel de chantage, compromettant certains politiciens et hommes d'affaires puissants dans des situations compromettantes où ils étaient encouragés, c'est le euphémisme, mais en réalité forcés à coopérer. Tu sais, coopérer, ou sinon ces informations seraient divulguées. Et puis tu sais, à un moment donné, Epstein est devenu jetable. Je ne sais pas s'il faisait des demandes qui mettaient d'autres personnes mal à l'aise ou quoi, mais tu sais, ils l'ont mis en prison et l'ont tué. L'idée, encore une fois, une partie de cela vient de cette narration selon laquelle, bon, si seulement on pouvait obtenir les documents. Les documents sont là, d'accord? Il y a eu des affaires civiles, notamment contre JP Morgan. Je crois qu'ils ont versé environ 800 millions de dollars. Je veux dire, ils ont dû payer un énorme règlement à cause de leur rôle dans la facilitation de ces activités, intenté par les femmes qui ont été abusées par lui. Et dans ces affaires, il y a des dépositions, des témoignages et des noms, beaucoup de noms identifiés. Ryan Dawson a été l'une des principales personnes à travailler sur ce sujet et à le révéler. Donc, ce n'est pas un grand mystère. L'information existe. C'est juste que Trump et son entourage, je pense qu'une fois Trump arrivé au pouvoir, avec Kash Patel et Dan Bongino, lorsqu'ils ont compris les risques potentiels d'exposition pour la communauté du renseignement, et qu'on leur a dit « Vous ne pouvez pas faire ça », c'est pour cela qu'ils se sont alignés et ont déclaré « Rien à voir ici, circulez ». Larry, la commentatrice britannique Melanie Phillips a déclaré qu'il n'existe pas de peuple palestinien. Voici ce qu'elle a dit, Larry. Amené à croire que la paix et la justice au Moyen-Orient dépendent de l'obtention par les Palestiniens d'un État qui leur soit propre, la justice pour les Palestiniens a été considérée comme la question primordiale qui prime sur toutes les autres. En semblant refuser cette issue heureuse, l'État d'Israël en est venu à être perçu comme l'ennemi de l'humanité tout entière. C'est le grand mensonge auquel nous sommes tous confrontés. Mais le monde juif n'a jamais identifié ce grand mensonge comme tel et ne l'a jamais combattu. Il n'a jamais dit la vérité au monde. Il n'existe pas de chose appelée Palestine. Il n'existe pas de peuple palestinien. Hey, il n'y a pas de soleil qui se lève à l'est, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas d'air. Tu sais, on peut tout nier. Et le fait qu'elles reçoivent des applaudissements, quel groupe de personnes honteux. Tu sais, il n'y avait pas d'Israël il y a 90 ans, d'accord? Il n'y avait pas d'État juif il y a 90 ans. Tu sais quoi? Il n'y en avait pas il y a 100 ans, ni 200 ans, ni 300 ans, ni 400 ans. Tu veux continuer à remonter?
Il n'y en avait pas il y a 1950 ans. D'accord? Il n'y a jamais eu d'État juif ni de nation juive. Israël est une mythologie. Israel is a mythology. It's part of this nonsense out of the Bible that people. Ça fait partie de ces absurdités tirées de la Bible. Des gens qui disent « Oh, nous croyons en la Bible et Dieu a dit qu'il y a un peuple élu. » Oui, je rejette ça. C'est juste absurde. Mais les Palestiniens étaient là. Ils étaient là. Ils étaient majoritaires. Jusqu'à ce que l'Occident permette cet afflux d'Européens, après la Seconde Guerre mondiale, qui sont venus, tu sais, expulser les habitants et amener ces intrus. Enfin, bon sang, Bibi Netanyahou, c'est un Polonais. Tu sais, Yitzhak Shamir, Polonais, Ukrainien, ce ne sont pas des natifs de cette région. Donc, tu vois, femme méprisable. So, yeah, despicable lady. By the way, the new polls in Israel, they show the majority Au fait, of people les nouveaux sondages en Israël montrent que la majorité de la population soutient les politiques du gouvernement à Gaza, Larry. Cela montre qu'il n'y a aucun espoir qu'un quelconque changement, même la destitution de Netanyahou, puisse survenir en Israël. La politique étrangère israélienne, les politiques israéliennes envers les Gazaouis, tout cela, à mon avis, ferait peser un énorme fardeau sur la communauté internationale. Ils doivent agir. Car regardez les Palestiniens. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont aucun pouvoir sur la scène internationale. Et si les autres pays ne font rien, Israël ne les laissera même pas survivre. Ils veulent qu'ils soient tous tués, ou partis, ou vous savez, qu'ils disparaissent simplement. They want them all killed or gone or disappear from that. Yeah, they want to exterminate them. Oui, ils veulent les exterminer. Les sionistes sont une bande de maniaques génocidaires. Mais tu sais, cela ne se fera pas du jour au lendemain. La relation entre Israël et les États-Unis sera radicalement différente dans 20 ans. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cependant, il y a trop de membres du Congrès actuellement qui sont payés. Mais le sentiment aux États-Unis se retourne clairement contre les sionistes. Tu sais, je n'avais jamais eu ce genre d'attitude auparavant. Maintenant, oui. Je pense que la nation d'Israël devrait cesser d'exister, à mon avis. Je ne pense même pas qu'il devrait y avoir un Israël. C'est juste une création artificielle. It's just an artificial creation. And it's based upon religious beliefs. Et c'est fondé sur des croyances religieuses que je rejette complètement. Et je sais que ça va mettre en colère beaucoup de sionistes chrétiens. Mais tant pis. Vous croyez à tout un tas d'absurdités. Il n'y a pas de Dieu qui aurait dit que ce groupe particulier de personnes est son préféré et qu'ils peuvent aller dans cette terre et tuer qui ils veulent, parce qu'il l'a dit. Désolé, je n'y crois pas. C'est votre histoire, je n'y crois pas. Parce qu'au fond, quand on en vient à ces questions religieuses, c'est une question de croyance, de ce que les gens veulent croire. Et je mets cela dans la même catégorie que de croire que si vous sautez d'un immeuble de 90 étages, vous pouvez retomber sur vos pieds et aller bien. Je ne crois pas à ça non plus. Did you watch the video of Donald Trump? As-tu regardé la vidéo de Donald Trump et Mamdani? Non. Il a dit que Mamdani avait été interrogé, si je ne me trompe pas, c'était un journaliste israélien, qui lui a dit « Vous avez accusé les États-Unis de commettre un génocide. Vous avez dit que les États-Unis commettaient un génocide au Moyen-Orient. Le pensez-vous toujours ?» Il a répondu « Je n'ai pas dit les États-Unis. J'ai dit le gouvernement des États-Unis. J'ai dit que le gouvernement d'Israël commet un génocide et que le gouvernement des États-Unis les soutient. » Tu te rends compte, il a dit ça à côté de Donald Trump. C'est incroyable. Oui, je lui reconnais ce mérite. Sur un point, il est bien plus honnête que Donald Trump. Au moins, il n'a pas reculé ni mâché ses mots. Beaucoup de politiciens dans cette situation diraient « Oh non, je ne voulais pas vraiment dire ça. » Lui, il a semblé tenir bon. Et il a raison. Les États-Unis sont actuellement le plus grand facilitateur de génocide au monde.
Because if you were to tell me Parce que si vous m'aviez dit, il y a 1 an, ou il y a 2 ans, que quelqu'un serait maire de New York et dirait que l'État d'Israël commet un génocide et que les États-Unis soutiennent un génocide, je n'aurais jamais pu imaginer que cela arriverait. Cela montre à quel point tout change, non seulement à l'extérieur des États-Unis, mais aussi à l'intérieur des États-Unis. Eh bien, cela change sur le plan rhétorique, d'accord? Oui, il a donné cette réponse. Mais la politique a-t-elle réellement changé? Le flux d'aide vers Israël a-t-il pris fin? Non, il n'a pas le pouvoir de faire cela. Il est le maire de New York. Cela n'a rien à voir avec la politique étrangère des États-Unis. Oui, enfin, indirectement. Je veux dire, ils peuvent rendre la vie difficile aux Nations Unies. Tu sais, il pourrait en fait assez destructeur à cet égard. Mais oui, il est relativement impuissant. Il a une voix importante. Et ce genre de rhétorique, le fait qu'il dise cela, devient de plus en plus la position populaire aux États-Unis, selon laquelle nous considérons les Israéliens comme une bande de voyous meurtriers. Laissez-moi vous montrer une vidéo de Mike Huckabee parlant de la manière dont les chrétiens sont déterminés à soutenir Israël. Voici ce qu'il a dit, Larry. Here is what he said, Larry. Parce que je suis chrétien, et on me dit, eh bien, pourquoi soutiens-tu autant le peuple juif? Je réponds, tu peux être juif, tu n'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit à faire avec les chrétiens, mais tu ne peux pas être chrétien sans comprendre que toute ta foi repose sur les fondations du judaïsme. Donc pour les chrétiens, nous considérons cela comme une obligation, une dette morale que nous devons honorer. Et par conséquent, je ne comprends pas ceux qui disent « je suis chrétien, mais je ne veux pas vraiment soutenir les Juifs ». Comment peux-tu faire cela? Ce n'est pas la vision de ceux d'entre nous que j'appellerais des croyants bibliques qui acceptent ce que les Écritures disent à propos du peuple juif dans la Genèse 12. Ceux qui bénissent Israël seront bénis, ceux qui maudissent Israël seront maudits. C'est assez simple. Je dis qu'il y a un miracle chaque jour dans ce pays. Oui. Apparemment, il n'a pas lu cette partie du Nouveau Testament où Jésus, qui est né juif, a rejeté les pharisiens. Donc c'est juste un tas de bêtises. Je veux dire, ça montre simplement l'absurdité, cette croyance, tu sais, la théorie du Dieu magique. Oh, Dieu a dit que ces Juifs, eh bien, ils sont vraiment spéciaux. Je veux dire, c'est obscène. C'est une obscénité, à mon avis. Hey, Paul. Bienvenue, Paul. Bonjour. Bienvenue, Paul. Merci. Paul, nous parlions d'Israël et de Donald Trump en lien avec l'affaire Epstein. Tu sais, MTG, Marjorie Taylor Greene, a décidé de démissionner. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? J'ai vu que tu avais écrit un article et que tu me l'avais envoyé, et je veux connaître ton point de vue là-dessus. Eh bien, je pense que Trump s'isole en s'en prenant aux deux plus fervents partisans qu'il avait, à savoir Marjorie Greene et Thomas Massie. J'ai trouvé stupide de la part de Trump de les condamner et de s'opposer à leur réélection, car les choses peuvent se retourner contre lui à tout moment pour diverses raisons. Et il n'a certainement plus de défenseurs solides parmi les républicains. Ce sont principalement des rhinos opposés à lui, qui ne le suivent que grâce à la base de soutien qu'il possède. Donc je pense que c'était un acte à courte vue, peut-être même autodestructeur. Je n'ai aucune idée de l'effet que cela a pu avoir sur certains éléments de sa base MAGA, mais je soupçonne que Greene et Massie sont populaires. Et la manière dont elle s'est retirée, je l'ai trouvée bien faite. Je ne pense pas que cela aidera Trump, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Massie et Greene ont critiqué Israël et que Netanyahou s'en est offusqué
et a parlé à sa marionnette à la Maison-Blanche. Je pense que c'est probablement ce qui s'est passé. Larry, avant que tu partes, que penses-tu de ce qui s'est passé avec l'affaire Candace Owens? Elle dit qu'ils ont essayé de l'assassiner. De quoi s'agit-il? What is that? Well, not tried to assassinate her. She said she's received information. Eh bien, ce n'est pas qu'ils ont essayé de l'assassiner. Elle a dit qu'elle avait reçu des informations selon lesquelles Macron et certains sionistes auraient mis un contrat sur sa tête pour la faire tuer. Parce que, vous savez, elle a le podcast numéro 1 au monde, selon YouTube. Et elle est extrêmement influente. Et ce n'est pas le genre de personne à accepter les récits qu'on lui impose. Elle pose des questions très précises et remet en cause ces récits. Je veux dire, quand elle a déclaré « Hey, vous savez, Emmanuel Macron est marié à un homme. Sa soi-disant femme n'est pas une femme. » Les gens ont dit « Oh, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. » Eh bien, écoutez ces podcasts. Elle présente en fait les preuves, ou disons le manque de preuves, que cette soi-disant femme est réellement une femme. Elle affirme qu'elle a eu 3 ou 4 enfants. You know, she claims that she had 3 or 4 kids. Really? Where are the pictures of you being pregnant? Vraiment. Where are the Où sont les pictures photos of de the toi hospital holding the enceinte? baby? Où sont les photos de toi à l'hôpital tenant le bébé? Aucune de ces photos n'existe. Et tu sais, si Macron et son entourage avaient voulu la faire taire, il leur aurait suffi de produire cela immédiatement. Ils ne l'ont pas fait. Et cela ignore un fait plus large. Supposons qu'elle ait vraiment été une femme. Alors, comment expliquer qu'une enseignante de 42 ans, c'était son âge à l'époque, ait eu des relations sexuelles avec un garçon de 15 ans qui était Emmanuel Macron? Tu sais, cela s'appelle un viol sur mineur. Donc au minimum, la soi-disant épouse de Macron est une violeuse. D'accord, c'est un fait établi. Maintenant, est-elle en réalité une pédophile? C'est quelque chose qu'ils vont essayer de prouver devant le tribunal comme étant faux. Donc c'est simplement que les menaces contre Candace et celles contre Tucker viennent du camp pro-sioniste. Ils s'en prennent à eux parce qu'ils sont très efficaces pour présenter l'idée que, vous savez, America First ne veut pas dire Israel First. America First signifie s'occuper de l'Amérique. Et Israël n'est qu'un autre pays dont nous devrions discuter. Comment entretenir des relations avec lui sans nous y subordonner? Et comme leurs voix sont très percutantes, on va essayer de les faire taire. Donc oui, je ne pense pas qu'elle invente quoi que ce soit quand elle dit avoir reçu des informations selon lesquelles quelqu'un essaierait de la tuer. Et sur cette note joyeuse, je dois m'éclipser. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Messieurs, je vous souhaite une excellente discussion. Gentlemen, you all have a great discussion. Great pleasure. Okay. Always. D'accord. Comment ça va, Paul? How's it going, Paul? Super. Paul, what is your understanding of Paul, quelle est ta compréhension du 28e plan du président des États-Unis? Et qu'est-ce qui est concret dans ce plan? Je suis sûr que tu as lu les points mentionnés dans ce document. L'un des points essentiels concernait les 600 000 soldats ukrainiens. Après tout accord, ils pourraient disposer d'une armée de cette taille. Alors, à ton avis, quelle partie de ce plan pourrait réellement contribuer à mettre fin au conflit en Ukraine? Eh bien, Nima, laisse-moi retrouver ça rapidement si je peux. Prends ton temps. Allez, ordinateur, fonctionne. D'accord. Nima, je pense que les 600 000 soldats, ce n'est pas une démilitarisation. Je ne pense pas que ça passera avec les Russes. Je crois que c'est là pour que Trump puisse montrer qu'il fait une concession afin de correspondre à certaines concessions qu'il espère que Poutine fera. Donc je pense que c'est simplement quelque chose qu'ils ont mis là pour que Trump puisse y renoncer en échange du fait que Poutine accepte certaines choses moins avantageuses. Putin accepting some things that are less attractive. As for the plan itself, En ce qui concerne le plan lui-même,
je pense qu'il est très attrayant pour Poutine. Et la raison pour laquelle je le pense, c'est qu'il va en réalité plus loin dans le sens de ce que Poutine souhaite que la proposition russe. Par exemple, écoutez ces éléments du plan. Un accord global de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, et toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seront considérées comme réglées. Eh bien, c'est l'accord de sécurité mutuelle que Poutine désire si ardemment, celui qu'il espère obtenir grâce à cette guerre. Voici le prochain élément du plan. Here's the next element of it. A dialogue will be held between Russia and NATO. Un dialogue sera organisé entre la Russie et l'OTAN, sous la médiation des États-Unis, afin de résoudre toutes les questions de sécurité et de créer les conditions d'une désescalade pour garantir la sécurité mondiale et accroître les possibilités de coopération et de développement économique futur. Encore une fois, c'est exactement ce que veut Poutine. L'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN, et l'OTAN accepte d'inclure dans ses statuts une disposition stipulant que l'Ukraine ne sera pas admise à l'avenir. Encore une fois, exactement ce que veut Poutine. L'OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine. Encore une fois, exactement ce que veut Poutine. L'Ukraine accepte de rester un État non nucléaire conformément au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Encore une fois, c'est exactement ce que veut Poutine. Ce sont donc des propositions de Trump et elles correspondent à ce que veut Poutine. À mon avis, c'est aussi ce dont l'Occident et la Russie ont besoin pour mettre fin à cette hostilité persistante, à la fois inutile et dangereuse. Je considère ces propositions comme un élément qui incitera fortement Poutine à parvenir à un accord sur la proposition de Trump. Poutine voudra que les États-Unis soient inclus dans les accords de sécurité mutuelle, mais même sans la participation de Washington, la proposition de Trump constitue un pont vers une normalisation complète des relations et supprime la nécessité de l'OTAN et des bases de missiles à la frontière russe. Ces éléments du plan motivent donc fortement Poutine à le mener à bien. Nous savons maintenant que ce plan a des opposants comme des partisans des deux côtés. Nous savons que les néoconservateurs sionistes américains attaquent déjà Trump en le traitant de traître pour avoir trahi l'allié de l'Amérique, Zelensky. Nous savons que l'Europe rejette cette proposition. L'Europe affirme qu'il ne peut y avoir aucune perte de territoire ukrainien au profit de la Russie, et ainsi de suite. Mais nous savons aussi que Trump est en difficulté avec les Américains du mouvement MAGA. Ils en ont assez de le voir consacrer autant de temps aux problèmes d'autres pays, alors que nous avons tant de problèmes non résolus chez nous. Trump subit donc une forte pression pour en arriver à une conclusion. Et il a compris qu'il ne pouvait pas y parvenir en forçant Poutine à accepter un cessez-le-feu dénué de sens. Cela ne fonctionne pour Trump que s'il peut prétendre avoir apporté la paix. Je pense donc que Trump est fortement motivé à conclure cette affaire. Du côté russe, les intégrationnistes atlantistes, c'est-à-dire les libéraux russes dont l'objectif est d'être réintégrés à l'Occident, ceux dont les intérêts économiques et les relations se trouvent en Occident, y sont très favorables. Pour les nationalistes russes, cela comporte de nombreux éléments problématiques dont nous pouvons parler, et ils constituent aujourd'hui une force redoutable, plus puissante qu'ils ne l'étaient au début de cette guerre. Ainsi, certains éléments des 28 points de Trump ne leur sont pas acceptables. Maintenant, je n'ai aucun moyen de savoir qui aura le plus d'influence en Russie, les intégrationnistes atlantistes ou les nationalistes russes. Mais je sais que Poutine trouvera ça très attrayant, car cela contient les ingrédients qu'il désire depuis longtemps. Cela met fin à la reprise de la guerre froide et aux provocations dirigées contre la Russie depuis tant d'années. Poutine y verra donc une grande source d'espoir.
Paul, quels sont selon toi les principaux objectifs de la Russie qui n'ont pas été mentionnés dans ce plan en 28 points? Quand tu regardes la position actuelle de la Russie, qu'est-ce qui est si important pour elle et qui n'a pas été inclus dans ce plan? Eh bien, ce que fait l'accord et qui posera problème. Does that will be problematic, I think less for Putin than for the Russian nationalists. Je pense que c'est moins pour Poutine que pour les nationalistes russes. Cela reconnaît que la Crimée, Louhansk et Donetsk seront acceptés comme territoire russe. Tout le monde le reconnaîtra. Les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine, les deux autres provinces, Kherson et, comment s'appelle l'autre déjà? Zaporizhia ou quelque chose comme ça. What is the other one? Zaporizhia or something like that. Zaporizhia. Yeah. Now, there, Oui. Russia hasn't À présent, la Russie n'a pas encore entièrement débarrassé ce territoire des troupes ukrainiennes. what Trump's agreement does. L'accord de Trump gèle donc les lignes de combat actuelles, là où elles se trouvent. Il accorde une reconnaissance de facto, bien que non officielle sur le plan juridique, aux possessions russes le long de cette ligne de contact. Ainsi, la Russie n'obtient pas tout le territoire qu'elle a déjà intégré à la Fédération de Russie. C'est le prix de la guerre lente et interminable de Poutine, et cela oblige la Russie à renoncer à d'autres territoires qu'elle contrôle en dehors des 5 régions déclarées comme faisant partie de la Russie. Outside of the 5 regions that are declared part of Russia. I don't know what those territories are. So, Je ne sais pas ce que sont ces territoires. also in Et puis à Donetsk, tout ce territoire n'a pas été débarrassé des Ukrainiens. Mais ils se retireront, toutes les forces ukrainiennes se retireront, et cette province sera officiellement considérée comme faisant partie de la Russie. part of Russia. Cependant, elle sera qualifiée de zone tampon neutre et démilitarisée. A neutral Elle appartiendra à la Fédération de Russie, mais les forces russes ne pourront pas l'occuper. Russian forces will not. Donc, quel est l'intérêt de tout cela? Je n'en sais rien. The point of that is, I don't know. Je pense que c'est quelque chose que Trump peut facilement abandonner, car cela ne semble servir à rien de concret. Easily give up because it doesn't seem to serve any real purpose. So it's a second thing that Trump can give up. C'est donc une deuxième chose que Trump peut abandonner en échange de l'acceptation par la Russie de certaines des dispositions que nous venons d'examiner, qui ne sont pas compatibles avec une victoire russe sur le terrain et qui seront rejetées par les nationalistes russes. Russian nationalists. So On peut donc voir comment cela pourrait fonctionner. Trump a 2 éléments sur lesquels il peut faire des concessions. that would let Putin say, well, Et cela permettrait à Poutine de dire, eh bien, regardez, il a renoncé à ses points, alors renonçons à geler nos revendications le long des lignes de front actuelles. that could work out. I can't say it will. C'est ainsi que cela pourrait se dérouler. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais c'est le genre de possibilité. There's Je pense que Trump a besoin d'un geste de la part de la Russie, et il a intégré cet élément pour que la Russie n'obtienne pas la totalité de sa victoire sur le champ de bataille. It doesn't quite get the entirety of its battlefield victory. So this is doable. C'est donc faisable, même si c'est vulnérable, car chaque camp a ses opposants, et il peut y avoir d'autres écueils moins évidents. Mais ce que j'ai aussi remarqué, Nima, c'est que fidèle à son style habituel, Trump présente cet accord comme une opportunité lucrative pour les États-Unis. Écoutez le programme mondial de mesures de Trump pour reconstruire l'Ukraine, qui selon lui comprend, mais ne se limite pas à la création d'un fonds de développement de l'Ukraine destiné à investir dans des secteurs à forte croissance, notamment la technologie, les centres de données et l'intelligence artificielle. Les États-Unis coopéreront avec l'Ukraine pour reconstruire, développer, moderniser et exploiter conjointement les infrastructures gazières du pays, y compris les gazoducs et les installations de stockage. Including pipelines and storage facilities. Joint efforts to rehabilitate war affected Des efforts conjoints pour réhabiliter les zones touchées par la guerre, en vue de la restauration, de la reconstruction et de la modernisation des villes et des zones résidentielles, le développement des infrastructures, l'extraction des minéraux et des ressources naturelles. Maintenant, d'où vient cet argent? money come from? Well, Eh bien, as I read d'après ce que j'ai lu,
Une partie doit être financée par les avoirs russes gelés que l'URSS comptait transférer à l'Ukraine afin qu'elle puisse poursuivre la guerre. À la place, l'argent sera versé à des entreprises américaines qui participeront à la reconstruction de l'Ukraine et ces fonds seront complétés par un prêt de la Banque mondiale. La Banque mondiale élaborera un programme de financement spécial pour accélérer ces efforts. Vous pouvez donc voir que Trump rend ce plan très attrayant pour un large éventail d'entreprises américaines. Et il s'appuie probablement sur cet attrait, l'attrait financier pour un grand nombre de sociétés américaines, afin de bloquer toute opposition néoconservatrice ou intérieure. Si l'on considère les choses comme je les ai présentées, cela semble être un résultat très favorable. C'est quelque chose de réalisable. Cela ne semble pas exiger trop de concessions de part et d'autre. Et étant donné que je suis convaincu, et que je l'ai toujours été depuis le début, que la raison pour laquelle Poutine n'a pas mis fin rapidement à cette guerre était qu'il avait l'intention de l'utiliser pour obtenir un accord de sécurité mutuelle. Et maintenant, ces éléments sont inscrits dans l'accord, non pas par la Russie, mais par Trump. Il est vrai que le texte ne précise pas exactement comment ce dispositif de sécurité mutuelle fonctionnera, ni les détails de sa mise en œuvre. Il y aura des discussions, une médiation et de nombreuses possibilités pour que cela échoue. Mais malgré tout, je pense que du point de vue de Poutine, c'est une avancée considérable. C'est bien au-delà du simple discours de Trump disant « Vous acceptez un cessez-le-feu immédiatement » ou « J'imposerai davantage de sanctions » ou « Je sanctionnerai l'Inde et tous vos autres clients » et ainsi de suite. C'est très différent de cela. Poutine, je pense, doit voir cela comme une concession importante, une grande victoire, et la preuve qu'il avait raison de ne pas chercher à terrifier l'Occident en déployant brutalement ses forces et en montrant que la Russie ne peut pas être affrontée militairement. Vous savez, c'était son autre approche possible. Je crois que j'en ai lu quelque chose. Il pouvait adopter une approche douce, ce qu'il a fait, ou une approche dure. Je pense que chacune avait autant de chances de réussir. Il a choisi la voie douce, et voici le résultat. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a ici une différence. Pour Poutine, c'est quelque chose de très sincère. Pour Trump, c'est une manière de se sortir du problème ukrainien lorsqu'il est rappelé pour s'occuper de nos propres difficultés. Il est au pouvoir depuis 1 an maintenant, et c'est bien plus long que les 24 heures qu'il avait promises pour régler le conflit en Ukraine. Il ne peut pas simplement s'en aller. Il doit régler la situation. Donc pour Trump, le règlement n'a pas la même signification que pour Poutine. C'est une chose politiquement commode dont il a besoin. Pour Poutine, ce n'est pas cela. Il s'agit d'éliminer complètement l'hostilité occidentale envers la Russie afin qu'il puisse y avoir une normalisation de toutes les relations. Pour Trump, il s'agit de se sortir d'un problème qu'il a avec l'Ukraine. Tandis que l'Amérique MAGA a dit « Nous voulons ton attention ici, chez nous ». Donc pour Trump, c'est une question politique. Cela répond à ses besoins politiques immédiats. Pour Poutine, cela résout un problème fondamental à long terme. Voilà donc mon point de vue. Je suis optimiste, mais nous verrons bien ce qui se passera. Penses-tu qu'il pourrait, est-ce que Donald Trump veut forcer les Européens à... Parce qu'après tout, les Européens sont essentiels à toute la question de l'Ukraine. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump gère la situation avec l'Europe? Eh bien, à mon avis, l'Europe est sans importance. Elle est impuissante militairement, elle est impuissante politiquement. Si Poutine et Trump concluent un accord, peu importe ce que l'Europe en pense, cela ne change rien. Ils font partie de notre empire. La notion d'empire de Trump est différente de celle des néoconservateurs.
Elle est économique. Il s'agit de conclure des affaires. Et Trump sait que lorsqu'on fait des affaires économiques, les deux parties doivent en tirer profit. On ne peut pas simplement imposer son accord à quelqu'un d'autre car il n'est pas obligé de l'accepter. Donc je ne pense pas que l'avis de Zelensky importe, ni qui sera présent ou non, ni que l'opinion de l'Europe ait de l'importance. Ils n'ont aucune importance. Je ne pense donc pas que l'Europe ou Zelensky puissent l'empêcher. La seule question est de savoir si Poutine, lorsqu'il examine ce qui semble être des voies claires vers un accord de sécurité mutuelle, y voit des pièges cachés ou commence à s'en méfier. Sinon, je pense qu'il fera pression pour aller dans ce sens. Et comme je l'ai dit, si Trump propose cela, c'est clairement parce qu'il veut que ce soit réglé, afin de pouvoir sortir des ennuis dans lesquels il se trouve et rentrer chez lui pour s'occuper des affaires intérieures, qui sont un vrai désordre, vraiment un désordre. Voilà donc mon point de vue. L'Europe est essentiellement sans importance. Elle ne peut rien influencer par elle-même, et je ne pense pas que l'Europe veuille se retrouver coincée entre le marteau et l'enclume, ce qui est exactement la situation dans laquelle elle se trouverait si elle était prise entre les États-Unis et la Russie. Il me semble que l'Europe, à mon avis, a intérêt à poursuivre la guerre parce que l'Union européenne est en train de se désagréger. Et la guerre est un moyen de les maintenir unis. Ce sont les bureaucrates de l'UOB qui soutiennent la guerre, car ils la perçoivent comme une menace commune contre laquelle il faut rester unis, ce genre de choses. Cela empêche l'éclatement de l'UNOBOR, ce qui, selon moi, a toujours été une terrible erreur et n'aurait jamais dû se produire. Les pays européens n'auraient jamais dû abandonner leur souveraineté à une sorte d'organisation extra-européenne, qui est essentiellement dictatoriale. Les dirigeants représentatifs de l'UEM n'ont aucun pouvoir. Tout le pouvoir est entre les mains de personnes nommées. L'UKMWR est donc essentiellement une autocratie, et cela va bien sûr à l'encontre de la tradition occidentale. Voilà donc mon point de vue et ma réponse à votre question sur l'Europe. Il semble, voici ce qu'a déclaré le président biélorusse Loukachenko. La guerre en Ukraine pourrait bientôt se terminer. Et Donald Trump, aujourd'hui, a parlé de quelque chose de similaire. Il a publié que les gens pourraient être surpris par ce qui se passe. D'un autre côté, un responsable américain a déclaré au Washington Post que Trump ne savait pas vraiment grand-chose et n'était pas très impliqué dans tout le processus de préparation du dossier ukrainien. Comment voyez-vous la participation ou l'implication de Donald Trump dans la préparation d'un quelconque document de négociation avec la Russie? Et comment voyez-vous son rôle en tant que président des États-Unis dans ce contexte? Pensez-vous qu'il renforcera son rôle dans ce document ou pourrait-il être davantage en marge du plan avec peut-être J.D. Vance qui s'en chargerait? Non, je pense que Witkoff en a été chargé. Je pense que Trump en est conscient, en particulier de la façon dont c'est structuré, comme je te l'ai expliqué. C'est une construction typiquement Trump. D'abord, il parle de toutes les opportunités lucratives que cela offre aux entreprises américaines. Il explique d'où viennent les fonds. Ils proviennent des avoirs russes gelés qui ne seront pas utilisés pour la guerre, mais pour reconstruire l'Ukraine, ainsi que de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale devra faire tout ce que Washington lui dit, parce que Washington la dirige. Donc il dit aux entreprises américaines, « Regardez, voilà pourquoi vous voulez cet accord. » Et l'intérêt financier est puissant. Il l'emportera sur l'intérêt idéologique des néoconservateurs pour l'hégémonie qui est désormais irréaliste. Après la série de super-armes que Poutine a présentées, je veux dire, même un néocon sioniste
doit se rendre compte que nous n'avons plus l'hégémonie. Cela doit être évident. Donc c'est la première étape. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il a inclus 2 éléments qui vont agacer les Russes, mais auxquels il peut renoncer. Je t'ai dit quels étaient ces 2 éléments. Il peut y renoncer. Et en échange, Poutine peut abandonner quelques points qui irritent les nationalistes russes. Il a donc mis en place une situation où un accord peut être conclu. Les 2 parties parleront de concessions majeures. Et si on y regarde de près, cela sert Poutine et cela sert Trump. C'est tellement différent de Washington disant aux Russes « Donnez-nous un cessez-le-feu sous 7 jours ou nous vous imposerons plus de sanctions. » C'est donc un abandon total de toute tentative d'imposer une hégémonie à Poutine. Il faut y voir un développement considérable. Désormais, Poutine lui-même, ainsi que les Russes qui soutiennent cet accord, affirment que ses fondations ont été posées à Anchorage et qu'ils attendaient simplement que les Américains s'y mettent, ce qu'ils ont enfin fait. Les Russes ignorent donc complètement toutes les menaces proférées entre Anchorage et aujourd'hui concernant de nouvelles sanctions ou les appels à un cessez-le-feu, ou encore Trump déclarant « Je perds patience ». Tout cela est écarté. Cela ne fait même plus partie du tableau. C'est, selon Poutine, la conséquence logique d'Anchorage. Donc, étant donné l'engagement des Russes envers les négociations, si c'est le résultat logique d'Anchorage, qui a été une percée, ou du moins présentée comme telle, et qui semble maintenant l'avoir vraiment été, alors Poutine ne va pas la saboter. Il fera tout ce qu'il peut pour éviter qu'elle le soit. Et comme je le dis, celui qui l'a élaboré a été malin, car il y a 2 propositions de chaque côté, auxquelles ils peuvent renoncer, ce qui montre qu'il y a eu un compromis équitable. Mais bien sûr, tu sais, Nima, comme dit le vieux proverbe, il y a bien des glissements entre la coupe et les lèvres, et cela s'applique à tout type d'accord, surtout à un accord qui changerait la scène mondiale de manière aussi spectaculaire. Cela a clairement le potentiel de transformer profondément les relations internationales. Et cela touche de nombreux intérêts, dont tous ne savent pas exactement comment ils seront affectés, et ainsi de suite. Nous ne pouvons donc pas supposer que c'est une affaire conclue ou une certitude. J'ai simplement essayé de montrer pourquoi cela présente de bonnes perspectives, et je l'accueillerai favorablement, car si cela échoue, alors ce qui va se passer en Russie, c'est que l'approche conciliante sera terminée. Les néo-nationalistes au sein de l'armée seront trop puissants pour tolérer que Poutine poursuive son approche conciliante, cette guerre sans fin, ces provocations qu'ils ne supporteront pas. Et Poutine ne pourra rien y faire. L'approche deviendra donc brutale. Et que se passera-t-il? L'ensemble du réseau électrique de l'Ukraine sera anéanti, non pas temporairement, mais d'une manière qui nécessitera des années pour être reconstruit. Le pays ne pourra plus fonctionner. Il sera plongé dans l'obscurité pendant les heures nocturnes. Il n'y aura aucun moyen de déplacer des troupes. Kiev, le gouvernement à Kiev, sera visé et détruit. Tous les transports ferroviaires, maritimes et aériens vers l'Ukraine seront interrompus. Poutine dictera les conditions de la reddition. Putin will dictate the terms of the surrender. There's nothing anybody in the world can do about it. Il n'y a rien que quiconque dans le monde puisse faire à ce sujet. Ce sera la conséquence. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise conséquence non plus, car cela dit à l'Occident, « Regardez, nous nous sommes trompés, nous avons mal jugé Poutine, nous pensions qu'il était facile à gérer parce qu'il ne faisait jamais rien, qu'il n'imposait jamais ses lignes rouges, nous pensions qu'il était lâche, qu'il évitait tout type de conflit avec l'Occident. Et il s'avère, regardez, voulons-nous vraiment un ennemi comme celui-là, ou ne devrions-nous pas faire la paix? Peut-être avons-nous plus besoin de paix que lui. J'ai donc toujours pensé que l'approche dure mènerait au même résultat. Mais Poutine est une personne humaine. Il a choisi de le faire non pas en terrorisant l'Occident,
mais en faisant preuve d'une bienveillance et d'une patience constante. Unceasing goodwill and patience. And I think it's paid off for him. Et je pense que cela lui a été bénéfique. Je n'ai aucune objection. Je suis content et j'espère que personne ne gâchera tout, car lorsqu'on possède des armes nucléaires et qu'un camp provoque constamment l'autre, ces armes finissent par entrer en jeu. Et si cela arrive, la vie sur Terre devient très précaire. Et pourquoi? Pourquoi? Aucun but, sinon le fait que nous n'ayons pas réussi à forcer quelqu'un à se rendre. Cela ne vaut pas la peine de risquer la vie sur Terre. Donc je pense que nous devrions tous être heureux et espérer que ça fonctionne. J'ai essayé de montrer quels seraient certains des pièges qui sont les parties opposées, et j'espère que les gens le remarqueront, le garderont à l'esprit et utiliseront leur voix de la bonne manière. And use their voices in the right way. We don't need voices used to undermine an agreement. Nous n'avons pas besoin de voix qui sapent un accord comme celui-ci. Il n'y a plus besoin de l'OTAN depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Aucun. Mais les néoconservateurs y ont vu une occasion d'empêcher la montée de la Russie, comme le préconise la doctrine Wolfowitz. Et c'est ainsi qu'elle a été utilisée, pour provoquer et menacer la sécurité d'un grand pays armé jusqu'aux dents d'armes nucléaires. C'est une politique stupide à poursuivre. Il n'y a aucune justification à la présence de l'OTAN aux frontières de la Russie. Écoutez, cela saute aux yeux depuis longtemps. Non seulement d'après les déclarations de Poutine, mais souvenez-vous du conflit en Ossétie du Sud. C'était quoi? 2008? Je crois que c'était en 2008, lorsque les États-Unis ont formé l'armée géorgienne et l'ont envoyée en Ossétie du Sud, un territoire disputé qui refusait. Cela faisait autrefois partie de l'Ukraine, un peu comme les républiques séparatistes, comme le Donbass. Et lorsque la République de Géorgie s'est séparée de la Russie et est devenue indépendante, l'Ossétie du Sud a déclaré « Nous ne partons pas, nous sommes Russes ». Il y avait donc des soldats de la paix russe sur place pour prévenir les conflits. Quand l'armée géorgienne a été envoyée, ces soldats de la paix russe ont été tués. Poutine se trouvait alors aux Jeux olympiques de Pékin et a dû rentrer précipitamment, mobiliser l'armée russe et intervenir. En 4 ou 5 jours, l'armée géorgienne a été anéantie et le pays entier était en ruine. Donc s'il avait voulu reconstruire l'Empire soviétique, il avait là la Géorgie à reprendre. Et la Géorgie avait fait partie de la Russie pendant des siècles. Qu'a-t-il fait? Il a rassemblé ses troupes, les a ramenées chez lui et a laissé la Géorgie indépendante. Il est donc clair que nous savions qu'il n'avait aucune intention de reconstruire, car il en avait une partie sous la main, mais il l'a rendue. Et il n'est pas intervenu de sa propre initiative. Il est intervenu en réponse à l'invasion ukrainienne de l'Ossétie du Sud, encouragée par Washington. Il n'y a donc jamais eu de fondement à l'affirmation selon laquelle il voulait reconstruire l'Empire soviétique. Il essaye de bâtir la Russie. La Russie est un immense pays, très peu peuplé. Il n'a personne à envoyer pour occuper toute l'Europe. Ils ne veulent pas de ces problèmes. Pensez simplement à la question des nationalités en Europe. Chacun de ces pays est une tour de Babel. Qui voudrait de ces ennuis? Personne. Il n'y a rien pour la Russie en Europe. Alors regardez les Européens. Ils ne peuvent même pas défendre leurs propres femmes, et ils ne le veulent pas. Donc pour conclure, c'est une excellente occasion de sauver le monde d'un conflit nucléaire. Je pense qu'il y a 2 aspects importants dans l'accord. Si quelque chose se produit, si un règlement intervient entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, l'un d'eux serait, comme vous l'avez mentionné, les détails, les points de l'accord, qui sont à mon avis particulièrement importants en ce qui concerne la taille de l'armée ukrainienne, car les Européens parlent d'une armée comptant environ 800 000 soldats. Mais l'Ukraine n'a pas 800 000 soldats,
et 600 000 est le chiffre sur lequel Trump renoncerait. Is the figure Trump will give up on. That's the problem. You remember Minsk C'est bien là le problème. Vous vous souvenez de l'accord de Minsk II. Dans cet accord, au lieu de, vous savez, s'y conformer, ils ont constitué une armée de 700 000 soldats avant le conflit en Ukraine, avant que la guerre en Ukraine ne commence. Je pense que l'une des principales préoccupations du côté russe est de garantir que cela ne se reproduise jamais. guarantee that would never happen again. Yeah, and I think Oui, et je pense que les Russes comprendront cela. Ils réussiront. Les 600 000 soldats dans l'accord de Trump font partie des points prévus pour qu'il y renonce en échange de l'acceptation par les Russes de la ligne de front dans les régions hors du Donbass comme ligne de la Russie. Donc tu vois, je ne m'attends pas à ce que Poutine renonce à la démilitarisation. Je ne m'y attends pas. Et je pense que Trump le sait. Je pense que ce point a été inclus pour que Trump puisse y renoncer en échange d'une concession de Poutine. Tout comme j'ai identifié l'autre point. Le point de Trump est là pour être abandonné afin que Poutine fasse lui aussi une concession. Donc je ne suis pas inquiet. Je ne pense pas que les 600 000 soient significatifs, car c'est un élément sacrificiel. Il y a deux éléments clairement sacrificiels dans le plan de Trump. Et on peut voir à quoi ils servent. Quelles sont les deux concessions qu'ils veulent obtenir de la Russie? the two concessions they want from Russia. I think it's difficult for Trump to give every. Je pense qu'il est difficile pour Trump de tout céder. Il doit obtenir quelque chose des Russes. Et je pense que ce sont les deux choses qu'il concède pour obtenir quelque chose en retour. Il ne peut pas tout donner. Je pense que c'est ainsi que tout cela est structuré. Et c'est pourquoi je pense, oui, qu'il y a participé. Apparemment, Witkoff aussi. Et si c'est le cas, et que cela n'est pas truffé d'embûches que je n'aurais pas décelées, alors je dois réévaluer mon opinion sur Witkoff et penser qu'il s'est révélé être une meilleure ressource pour Trump qu'il ne me paraissait. Donc je dirais que les propositions sont bien réfléchies et bien construites pour aboutir à un accord. Et je pense que nous devons soutenir cela. I think we have to support that. Now, Supposons maintenant que tout commence et qu'au fil du temps, d'une manière ou d'une autre, peut-être, Trump perde les élections de mi-mandat ou même les perde complètement. En politique américaine, on ne sait plus si l'on a perdu une élection ou si elle a été volée. Et nous savons que les démocrates sont organisés pour voler des élections, surtout les élections locales et d'État. Ce sont des maîtres en la matière. Tout est en place pour eux. Ils peuvent voler l'élection, puis saboter tous les accords qui déterminent les arrangements de sécurité mutuelle. Comment faire pour éloigner l'OTAN des frontières russes? De toute évidence, il faut retirer la base de missiles de Pologne, retirer la base de missiles de Roumanie et cesser de financer les gouvernements russophobes. funding Russophobic governments. These things have to be done. Well, Donc ces choses doivent être faites. Trump is denied Eh bien, the majority. You have to si Trump se voit refuser une majorité républicaine, il faut l'accepter à cause de la circonscription. Les démocrates pourraient tout gâcher juste pour se venger de Trump, sans véritable raison. Ils pourraient même y être favorables, mais ne pas pouvoir laisser passer l'occasion de lui nuire. Donc il y a beaucoup de difficultés à réussir. Je veux dire, il peut y en avoir. Mais malgré tout, c'est une voie tellement différente de celle des provocations constantes qui s'aggravent sans cesse. Il vaut la peine d'emprunter cette voie, de travailler dur, de rester vigilant et de ne pas se laisser provoquer à prendre une mauvaise décision. Donc je n'ai pas été très optimiste, comme tu le sais, mais cet accord venant des Américains m'a rendu optimiste. It's made me optimistic. Paul, there was a phone call between Xi Jinping Paul, and il y a eu un appel téléphonique entre Xi Jinping et Donald Trump. Si je ne me trompe pas, c'était hier, avant-hier ou peut-être vendredi. Au cours de cet appel, Xi Jinping a déclaré qu'il soutenait tous les efforts visant à parvenir à la paix en Ukraine.
En regardant l'accord de Minsk II, nous savons que les deux garants de cet accord étaient l'Allemagne et la France. Comment voyez-vous la situation si quelque chose se produit? Supposons qu'ils parviennent à un accord en Ukraine. Pensez-vous que la Russie proposerait que les membres des BRICS, ou les principaux acteurs des BRICS, fassent partie des garants de l'accord, pour le surveiller, le vérifier? Car nous savons qu'il s'agit d'une question extrêmement sensible entre la Russie et l'Ukraine. Et peut-être que les Ukrainiens diraient « Oh, nous ne sommes pas d'accord avec cela », parce que Zelensky n'est pas le président officiel de l'Ukraine. Il va signer quelque chose qu'il n'a pas le pouvoir de signer. Si quelqu'un d'autre arrive au pouvoir en Ukraine, il pourrait dire « Je ne suis pas d'accord avec ce que Zelensky a signé ». C'est bien là le problème. Je ne pense pas qu'ils aient besoin. Les garants de tout cela seront la Russie et les États-Unis. Il n'y a pas de place pour quiconque d'autre s'y insère. Si le prochain président des États-Unis dit « Je ne suis pas d'accord », vous savez, nous avons eu la même situation avec l'accord entre l'Iran et les États-Unis, puis Donald Trump est arrivé et s'en est retiré. C'est là le problème, Paul. Quand on parle des États-Unis, on ne sait jamais qui sera le prochain président, ni quels seront les principaux objectifs de ce futur président. Oui, je sais. À moins qu'il ne s'agisse d'un néoconservateur qui veuille revenir à la doctrine de l'hégémonie américaine sur la Russie, la Chine et l'Iran, je ne peux pas imaginer qu'une telle personne soit tolérée. La dernière chose, je veux dire, c'est que le peuple américain est plutôt insouciant et inattentif. Mais la dernière chose que le monde souhaiterait, c'est un retour aux hostilités pouvant mener à une guerre nucléaire. Et je pense que la supériorité militaire de la Russie est désormais évidente pour le monde entier. Je ne crois pas que quiconque se fasse encore d'illusions sur la possibilité que l'Europe entre en guerre contre la Russie, ou que les États-Unis le fassent d'ailleurs. Donc je pense qu'une fois qu'on s'engage sur la voie de la paix, il est difficile pour quelqu'un de la faire dérailler. Il serait peut-être plus probable que les ennuis viennent de l'intérieur de la Russie. Si un super ou hyper nationaliste arrivait au pouvoir et voulait recréer l'Empire soviétique, mais il ne semble pas y avoir de telles personnes. Les nationalistes veulent défendre les intérêts nationaux russes. Ce ne sont pas des bâtisseurs d'empire. Donc je ne pense pas, Nima, qu'il y ait un marché pour ce genre de personnes dans l'un ou l'autre pays. Et si un tel individu apparaissait en Ukraine, il serait simplement écrasé. L'Ukraine n'a aucun pouvoir, et elle va être complètement entre les mains des entreprises américaines. Si l'accord de Trump se concrétise, je t'en ai lu tous les détails, c'est essentiellement les États-Unis qui prennent le contrôle de l'économie ukrainienne. Et les gens gagneront de l'argent, et ce sera un argent moins susceptible d'être volé, comme cela arrive pendant les guerres, en Afghanistan ou en Ukraine, où les scandales sont sans fin et où d'immenses sommes d'argent disparaissent tout simplement. Les entreprises sont bien plus prudentes avec leur argent. Elles ne laissent pas les gens le faire disparaître. Je ne pense pas qu'il y ait un marché pour que ton gars vienne tout gâcher. Je ne crois pas. Et je pense que certains membres raisonnables de l'UML, les petits pays, la Slovaquie, la Hongrie, voient l'UML échouer. Cela n'a jamais eu de sens. Et je pense que ce sont simplement les pressions exercées sur chaque pays européen, avec le nombre considérable de personnes inassimilables qu'ils ont laissées entrer. Ils ont maintenant un énorme problème interne. Leur survie dépend vraiment de leur capacité à gérer cette très grande population qui a une culture totalement différente, des valeurs totalement différentes et qui manifeste de l'hostilité envers le pays d'origine. C'est leur défi, pas la Russie.
et c'est un défi bien plus dangereux que la Russie. Ce matin, je regardais un article sur Ernst Review que quelqu'un avait rédigé, et il est rempli de photographies de classes de fin d'études, écoles primaires, lycées. En Irlande, de tous les endroits, elles sont entièrement composées d'élèves noirs. L'Irlande. Il n'y a qu'une seule petite fille blanche dans toute la classe de fin d'études. Eh bien, comment ces gens peuvent-ils être irlandais? Et puis, il y a des photos montrant des musulmans tous ensemble, exigeant que la loi de la charia soit imposée en France. Eh bien, si la France est la France, comment peut-elle avoir la charia? Elle a la loi française. Elle ne peut pas avoir les deux. Sinon, on a deux pays dans les mêmes frontières. Alors que va-t-on faire? Les diviser et couper le pays en deux. Ces choses-là sont réelles. Elles sont très réelles. Réfléchissez, tout le monde parle des Noirs et des Blancs, mais pensez à tous les génocides de Noirs en Afrique. Les Noirs se tuent entre eux. Vous savez quel était ce terrible génocide au Rwanda? Les Tutsis et les... qui déjà? Les deux groupes. C'était un génocide. Pendant des années, ce qui comptait en Afrique, c'était de savoir quelle tribu contrôlait le gouvernement. Et si vous apparteniez à la mauvaise tribu, mon ami, vous le payiez cher. Et la tribu qui contrôlait le gouvernement recevait tout l'argent provenant de l'aide étrangère, ce qui lui donnait l'avantage. Eh bien, cela a provoqué toutes sortes de conflits. Nous avons eu des guerres civiles entre pays blancs. Les Anglais ont eu leur propre guerre civile. Nous avons eu la révolution russe, où l'aristocratie et les paysans cosaques ont été anéantis. On dit que nous avons eu une guerre civile. Ce n'est pas vrai. Nous avons eu une guerre d'invasion du Nord contre la Confédération. C'était pas une guerre civile. Mais nous avons vu des pays européens blancs, se battre entre eux. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Cela remonte à très loin dans l'histoire. Ce sont donc les véritables problèmes que l'Europe s'est elle-même créés. Ils doivent trouver un moyen de faire face à ces problèmes. Et c'est un immense défi. Ils n'ont ni l'énergie, ni l'argent, ni l'arme que je réussisse. Paul, il semble que certaines personnes t'écoutent en Russie, en Iran et peut-être en Chine, car nous avons appris de l'ambassadeur iranien en Russie que la Russie a proposé un pacte de défense entre des pays partageant les mêmes idées contre l'OTAN. Les propositions en sont encore à la phase initiale de négociation, et il semble qu'ils discutent entre eux de la manière de gérer l'OTAN à long terme. Je ne sais pas si quelque chose sortira de ces négociations, mais ils avancent dans cette direction. Eh bien, je ne suis pas surpris à ce stade parce que voyez-vous, si j'étais Poutine et que je regardais ce document que Trump a présenté et qu'il contient ces éléments, je les ai lus, visant à mettre fin à la confrontation entre la Russie et l'Occident, une façon d'éliminer l'OTAN serait la menace d'un accord de défense mutuelle russo-chino-iranien. Donc bien sûr, Poutine veut lancer cela. Il examine ces négociations et peut dire si l'OTAN disparaît, l'accord sino-irano-russe disparaît aussi. Si l'OTAN ne disparaît pas, nous non plus. Cela devient donc un autre moyen de négociation pour mettre fin à la présence de l'OTAN aux frontières de la Russie. Et je pense que si l'OTAN n'est pas aux frontières de la Russie, il n'y a plus d'OTAN contre laquelle la Chine, la Russie et l'Iran puissent s'unir. Et il n'y a pas d'empire américain contre lequel ils puissent s'unir. Donc je veux dire, Poutine est assez intelligent pour le voir, et c'est clairement un puissant atout de négociation pour lui. D'accord? Soit l'OTAN disparaît, soit vous faites face à cela. Ce serait merveilleux si les choses se passaient bien. Comme je le dis, j'ai toujours été très pessimiste quant aux résultats, et je ne veux pas me laisser emporter maintenant par l'espoir et aller complètement dans l'autre sens. Je me rends compte qu'il y aura de nombreux défis à relever.
Je souligne simplement que cela présente des possibilités, et j'ai essayé d'expliquer clairement pourquoi cela en présente. Cela séduit le monde des affaires américain, cela répond aux besoins de Trump, cela correspond à ce que Poutine veut vraiment. C'est conçu de manière à ce qu'il puisse parvenir à un accord. It's structured so they can make an agreement. Now, they may fail despite the... Ils peuvent échouer malgré la façon dont la proposition est structurée. Mais elle n'est certainement pas conçue pour aller à l'encontre d'un accord, contrairement à toutes les propositions précédentes de Trump. Alors, observons cela de près et essayons de voir qui aide et qui ne le fait pas, et tenons-les responsables ou félicitons-les. Voyons comment cela évolue. J'ai identifié les partisans et les opposants, et il peut y en avoir d'autres dont nous ne sommes pas encore au courant. Je ne pense pas que l'Europe compte. Je ne pense pas que l'Ukraine compte. C'est à l'intérieur de la Russie. C'est ici. Je veux dire, peut-être que vous savez, si Candace Owens craint d'être assassinée et que Tucker Carlson s'en inquiète, alors Trump peut s'en inquiéter aussi. Et c'est une chose. That's one thing. Imagine an assassination they blame on Russia. Imaginez un assassinat dont on accuserait la Russie. C'est une façon de l'arrêter. Cela saboterait tout. Oui, c'est vrai. Les gens, nous devons garder les yeux ouverts et l'esprit clair et essayer de faire passer le message, que ce soit pour savoir si cela est correctement soutenu ou injustement entravé. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y a bien d'autres choses dont nous pouvons nous inquiéter. Nous sommes peut-être ici, aux États-Unis, assis sur une bulle de l'IA qui va exploser. Nous ne savons pas quelles en seraient les conséquences. Nous avons des démocrates qui sont essentiellement aliénés des États-Unis, et pourtant ils obtiennent encore presque la moitié des voix. Qu'est-ce que ça vous dit sur la population? Soit la population est aliénée, soit elle est tellement confuse qu'elle ne sait pas ce qui se passe, ni quelle est la différence. Il y a tous ces problèmes. L'Europe est pleine de problèmes. Peut-être qu'ils vont enfin attirer un peu d'attention. Je ne sais pas. Mais je doute qu'il y ait des troupes de l'OTAN qui marchent en Ukraine. Je ne pense pas que cela arrivera. À ce stade, je pense que ce serait la fin de l'approche conciliante de Poutine. Je ne crois pas qu'il y aurait un quelconque soutien au sein de l'administration Trump pour que des troupes de l'OTAN interviennent. Mais on ne sait jamais. Des opérations sous faux drapeaux peuvent se produire. Les médias peuvent contrôler la manière dont les gens perçoivent les choses, ou du moins en contrôler suffisamment pour influencer leur vision. Tout cela existe. Des sujets intéressants qui ne disparaîtront pas. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir parmi nous, Paul. À bientôt.